Juste un petit rappel les amis pour vous dire que toutes mes vidéos sont aussi disponibles en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est de retour et on a un sujet à l'américaine, inspiré de la NBA, le MIP de la saison. Alors le MIP, c'est pas le Most Important Player, ça serait l'équivalent MVP, Ballon d'Or. MIP, c'est Most Improved Player, le joueur qui s'est le plus amélioré sur la saison. Et on va chacun essayer de faire une petite liste. Bien sûr, il y aura la liste complémentaire. L'occasion de revenir sur les joueurs dont les performances dans le monde du foot en Europe ont vraiment surpris. Parce que je pense que c'est un des critères majeurs. Mais déjà, Stan, comment est-ce que ça va? Apparemment, au Canada, on a changé l'heure. Donc ça a bousculé un peu notre planning. Tu étais très en avance. Comment est-ce que ça roule? Bien, j'étais 1 heure en avance en fait. J'étais là pendant 1 heure, j'ai dit Willou, il se fout de moi ou bien c'est quoi son problème? 40 minutes en avance parce que tu avais un petit peu de retard quand même sur ton planning initial. Voilà. Même en avance, j'étais en retard. Voilà. C'est le changement d'heure. Ou plutôt, même en retard, tu étais en avance. Ouais, voilà, je te jure, complètement déboussolé là avec le changement été-hiver et tout. Donc, je sais plus si tu dors 1 heure de plus, si tu dors 1 heure de moins. En fait, je suis un peu perdu durant cette période de l'année. Mais bref, content de vous retrouver aujourd'hui, content de retrouver tout le monde. Effectivement, un sujet très intéressant parce que je pense que c'est des joueurs qu'on n'a pas l'habitude de plébisciter, c'est des trophées qu'on n'a pas l'habitude de donner dans le monde du football. Mais à presque 80% de la saison déjà faite, je pense qu'on peut se permettre, comme en NBA, ils ont l'habitude de faire, de donner certains prix parce qu'une grosse partie de la saison a déjà été jouée. Et il y en a certains qui nous ont surpris cette année. Il y a eu pas mal de surprises. Donc ouais, j'ai hâte de parler de ces joueurs-là qui sont les joueurs qui se sont le mieux améliorés. Donc, c'est le ballon d'or des joueurs améliorés. Le ballon d'argent, le MIP donc. Et sur la chaîne de Stan, on va faire dans la foulée le Rookie of the Year, le meilleur jeune joueur qui avait très peu joué jusque-là en pro. Bref, on reprend un petit peu les trophées NBA. Et le MIP, c'est pas facile à définir parce qu'on est sur la catégorie un peu floue entre top joueur, style prétendre au Ballon d'Or, etc. et la catégorie Golden Boy des très jeunes. C'est un petit peu entre les deux. Le critère numéro 1, peut-être pour simplifier, c'est un joueur qui a surpris. Et pour être surpris, il faut déjà avoir une attente en fait sur le niveau. Il faut déjà avoir une petite préconception sur le niveau. Genre par exemple, quand Kylian Mbappé il arrive à Monaco, il fait pas une première saison MIP parce que personne le connaît. Ou bon, si tu as suivi un petit peu formation, etc. Mais en gros, il choque tout le monde. Et notre réaction, c'est c'est qui ce mec-là? C'est qui cet ovni? C'est qui cet alien? Pas genre ah, Mbappé, intéressant, le jeune Kylian Mbappé Lotin, je savais pas qu'il était aussi fort. De ce qu'on avait vu jusqu'alors, on s'en serait pas douté, non. Yeah. Donc lui, il pourrait pas être un MIP, cette saison-là, ça pourrait pas être un MIP. MIP, c'est plus, on voyait pas forcément en lui une star. Et en fait, si, il a fait une campagne, il a fait une saison où il s'est vraiment substantiellement amélioré par rapport à la précédente. Plus d'opportunités, plus de points, plus de rebonds, plus d'assises, plus d'efficience, plus de tout ou de catégories spécifiques. Et du coup, maintenant, non seulement on se dit c'est une star, mais même ça peut être une grande star sur les années qui viennent. En vrai, la plupart du temps, ils sont quand même relativement jeunes, pas hyper jeunes, mais par exemple, le gars qui va le gagner cette saison, Tyrese Maxey, il a 23 ans. L'année d'avant, Markkanen, il avait 25. L'année d'avant, Ja Morant, il gagne sur sa 3e saison en NBA, il a 23. Une saison surprenante de progression qui en appelle d'autres. On se dit que le gars, il a progressé durablement. Parce que tous les gars qui ont été les 8 derniers MIP, là, c'est des gars qui ont fait All-Star. Soit cette année-là, soit des années d'après. Genre, en 2017, c'est Giannis qui le gagne. 8 fois All-Star dans sa carrière. Plus champion. 2018, ouais, voilà. Et puis champion et MVP des finales. Un truc qui n'était jamais arrivé à un gars MIP jusqu'alors. Siakam, par exemple, le Camerounais qui fait 2 fois All-Star après son MIP 2019. Des joueurs qui deviennent vraiment des parties importantes de la ligue. Alors, du coup, moi j'ai fait un petit top 5. Je crois que toi tu as un top 3, mais bon, on va parler de... La vérité, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 joueurs. Moi, j'ai 13 joueurs. Je ne suis même pas sûr que les 13 ils sont nominables, mais ils sont là. Non, c'est clair, il y a du monde. Bah, déjà, juste simplement, mec, en NBA, genre 30 franchises, tu multiplies par à peu près 10, 15 joueurs qui jouent
au cours de la saison, ça te fait 300, 400, 500 joueurs max. Yeah. En foot, juste les 5 championnats majeurs, les 96 équipes des 5 championnats majeurs, tu multiplies par entre 20 et 25, t'es rapidement sur 2000 joueurs en fait. Ça fait un panel beaucoup, beaucoup plus vaste. Donc on se permet beaucoup de noms. Je vais commencer tout de suite par un nom, c'était pas le premier qui m'était venu en tête, mais en vrai, qu'est-ce que tu penses de Lunin comme MIP? Non, mon gars, c'était mon MIP, mais j'ai tout gâté. Arrête, c'est vrai? Il a tout gâté. Mais non. C'était ton numéro 1? Première minute de jeu, il a gâté la vidéo. C'était mon... C'était Lunin, mon MIP. En vrai, pas mal. Bon, bah, t'es d'accord. Non, parce que j'avais tout un scénario. Non, Lunin, c'est le gars à qui on parle mis pas assez des joueurs défensifs, donc et d'ailleurs, en pensant à ça, j'avais presque des attaquants. Après, je me suis dit, non, Stan, il faut que tu me sortes un défenseur, un milieu de terrain défensif, un truc. Lunin, il n'y a pas un mec qui a le plus souffert que Lunin dans sa vie, franchement. Lunin a souffert, Lunin a trop souffert. Lunin était parti pour être l'éternel numéro 2. N'est-ce pas? On pense qu'il est numéro 2, machin, etc. Ouais. Finalement, tu as une blessure en début de saison qui nous surprend nous tous. Une blessure qui est très rare en plus pour un gardien de but, se faire les ligaments croisés. Parce que bon, tu n'es pas forcément dans des situations où on se dit que normalement, tes ligaments, ils doivent lâcher peut-être. Donc, tu as un Courtois qui se blesse là-bas. Toute la saison, il n'est pas là. Lunin qui récupère sa place de numéro 1. On se dit qu'il va être numéro 1. Dans la foulée, on te ramène Kepa Arrizabalaga. Kepa Arrizabalaga. On lui a rien demandé, ce basque-là. Il est là toujours à fatiguer les gens. Constamment dans les baskets des gens, ce basque, il a été dans les baskets de Edouard Mendy. Je crois Edouard Mendy est parti. Moi, je me suis dit, Kepa va venir foutre le bordel parce qu'il y a l'Euro. Kepa, il a envie de revenir en Espagne, d'être peut-être respecté. Parce qu'avant de quitter l'Espagne pour Chelsea à Bilbao, Kepa, c'était une des futures stars. C'est parce que Zidane n'a pas voulu de lui. Zidane n'a pas voulu de lui devant, je pense, c'était Keylor dans le temps. C'est peut-être juste pour ça qu'ils l'ont pas acheté, en fait, tu vois. Mais sinon, Kepa, il était... il part pour 80 millions à Chelsea dans la foulée. Voilà, il était parti pour une carrière de fou. Et donc, je me suis dit, Lunin, il va faire comment? Kepa arrive, il est directement titulaire, on lui donne un match, 2 matchs, il fait des bons matchs rapidement, mais Lunin a repris sa place et aujourd'hui, il est intouchable et je m'inquiète même pour Thibaut Courtois. Donc, c'est pour dire à quel point, franchement, pour moi... C'est intéressant. Non, pour moi, Lunin, c'est dommage, mais on va commencer par lui. Pour moi, c'était le... C'est génial, non, j'adore. Mais en plus, niveau âge, ça colle bien. Lunin, il a 25 ans. En vrai, il est au Real Madrid depuis 2018. Il y a eu des prêts ici et là, les Ganes, etc. Mais il est au Real depuis 6 ans. Et là, c'est la première vraie opportunité qu'il a dans sa carrière. Et il l'a totalement saisi. C'est le meilleur gardien de Liga sur les post-shot expected goals. Donc, il rapporte un but tous les 3 matchs au Real Madrid en moyenne. Il a été excellent contre Leipzig, la double confrontation, avec notamment le match aller où il avait sorti un nombre de parades phénoménal. Ouais, franchement, Lunin, c'est très costaud. Et il y avait eu ce truc avec Kepa en plus, donc il a saisi sa chance, il a retourné un petit peu la situation à un moment dans l'esprit de Carlo Ancelotti, c'était pas clair. Et franchement, ça ressemble. 25 ans, c'est à la fois parfait pour le MIP et c'est jeune pour un gardien aussi. Donc ouais, j'ai vu que l'Ukraine était encore engagée pour potentiellement aller jouer l'Euro. Ils vont jouer leur play-off dans pile une semaine là, contre la Bosnie. Et s'ils passent ce tour-là, c'est Israël ou il me semble que c'est Islande. Donc ils sont, si on regarde les bookmakers, l'Ukraine est favori des 4, mais ça va être serré quoi qu'il arrive. Et de toute manière, c'est pas Lunin le titulaire pour l'instant en sélection ukrainienne, c'est Troubin de Benfica, qui est aussi un jeune gardien intéressant, etc. L'avenir pour Lunin, de ce qu'on a vu du coup là, ça fit bien au truc MIP parce que je me dis que l'avenir peut être radieux. Je sais pas s'il restera au Real. Courtois a 32 ans. 32 ans, c'est pas encore si vieux pour un gardien. Au Real, on a vu des joueurs qui font de la résistance pendant encore de nombreuses années. Donc, je sais pas. Après, je sais pas comment un gardien revient des croisés aussi, ce qui va être une vraie question. Et je sais pas si Lunin, même dans son état d'esprit, il se dit « Je reste au Real, un club dans lequel je suis depuis longtemps, pourrait avoir envie de voir une saison en plus, ce que donne un Courtois qui revient de blessure peut-être, ou alors après avoir goûté à la Champions, après avoir goûté à ces grands matchs, après avoir goûté au fait d'être titulaire pendant de longues périodes, je me trouve un autre bon club. Et je sais pas à quoi ça ressemblera, mais en tout cas, Lunin, c'est une des histoires de la saison. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est un des deux. Pour moi, je suis à la place de Lunin. Moi, je m'en fous de Thibaut Courtois, tu vois. J'ai beaucoup de respect pour lui, sa carrière, machin, tout ça, en tant que gardien de but, disons. Mais en fait, je m'en fous. Tu peux pas passer toute ta vie à attendre ta chance. Ta chance, elle arrive. Tu performes à la hauteur des attentes que les gens, ils n'avaient même pas, en fait. Ils n'avaient même pas. Moi, Lunin, il n'y a même pas un an, les gars, Lunin a remplacé ici Courtois, les gars l'ont insulté.
En début de saison, Lounine a fait des bêtises. Ici, on se posait certaines questions. On se dit, c'est pour ça que Kepa, il arrive, en fait. C'est parce que même en pré-saison, même déjà, je pense qu'il y avait quelques petits trucs comme, est-ce que le boy, il va gérer ou pas? Finalement, il a géré. Donc, il faut qu'il continue. À 25 ans, ce serait dommage qu'il retourne sur le banc du Real au profit de Thibaut Courtois, même si Courtois est un grand gardien. Et on sait que les gardiens, ça dure longtemps. Ça peut rester 36, 37 ans, etc. Si l'année prochaine, au Real, il lui donne pas sa chance de pouvoir être une concurrence directe et être titulaire, ben, il doit partir. Parce que c'est un boy qui a du talent, quoi, franchement. Et il a un mental aussi. Ça aussi, moi, j'ai beaucoup respecté. Parce que j'ai vu quelques entrevues et tout. Je pense que c'est sa petite amie qui parlait à un moment donné, ou sa femme qui disait qu'il a la mentalité qu'il a toujours eu cette envie-là d'être numéro 1 au Real. Donc, mais c'est dur d'être numéro 1 quand t'as un gardien qui fait 9 arrêts en finale de Ligue des Champions face à des gars. Mais Lounine aussi, face à Liverpool, Sadio Mané, Mohamed Salah, tout ça. Mais Lounine aussi, la dernière fois, il fait quand même le total d'arrêts le plus élevé en Ligue des Champions dans un match face à Leipzig. Bon, c'est un match, c'était pas une finale de Ligue des Champions, mais ça reste quand même un huitième. Donc, pour moi, ça a chauffé pour le Real dans cette double confrontation. Franchement, sans Lounine, c'est pas dit qu'il passe. Hein. Non, c'est pas dit qu'il passe. Je pense même pas qu'il passe. Je te dis, s'il y a pas un mix entre le tocarisme des frérots, là, les Openda et puis tout ça, et puis Lounine en forme, normalement, le Real aurait dû être éliminé. Mais ouais, bravo à Lounine. Donc, pour moi, il est là-bas. Il est là-bas. Il mériterait d'être plébiscité pour sa saison. Ouais. Bah écoute, bien, on est parfaitement d'accord là-dessus et on sera peut-être d'accord sur le prochain parce que j'ai mis Pape Matar Sarr, un peu jeune. C'est drôle en fait parce que tu vois, c'est assez drôle. Je trouve ça super intéressant en fait dans la manière de faire parce que là, je vais te laisser développer sur Pape Matar Sarr, mais après moi, je vais développer sur Pape Matar Sarr dans le Rookie of the Year. Tu vois, c'est ça qui rend ça intéressant parce que je vois une évolution différente de lui, mais je suis bien curieux de savoir pourquoi tu l'as mis là. Bah simplement parce que c'est quand même sa 4e saison en pro. Il en a fait 2 à Metz. Là, c'est sa 2e à Tottenham. Et à Metz, le moment avant de partir, la 2e saison où il termine à Metz, il est déjà coté à 20 millions, par exemple, sur Transfermarkt. Donc, il a déjà quand même du temps de jeu dans les pattes. C'est en gros sous Conte que ça baisse. Et la saison dernière, il a joué 200 minutes, même pas, il était même pas dans le top 20 des joueurs les plus utilisés par Conte. Conte croyait pas du tout en lui. Et du coup, c'est plus un gars en mode, ok, bon, bah, comme ces espoirs que tu vois un petit peu toujours, qui sont recrutés régulièrement par des clubs de PL ou ailleurs, et on se dit, ah, lui, mec intéressant, lui, pas mal. Et en fait, ça donne rien sur la première saison, puis après, ils disparaissent un petit peu des radars, et ils retournent dans un club de rang 2 ou 3, et là, ça peut être pas mal, parfois ils reviennent, mais tout de suite, dès la 2e saison à Tottenham, et tout de suite, dès la première sous Postecoglou, montrer autant de qualité, que ce soit le QI foot, le déplacement. Il est devenu un des joueurs les plus utilisés. Il est top 10 des joueurs les plus utilisés, alors que pourtant, il y a eu une petite période de blessure, etc. Il apporte énormément. Il a totalement délogé Højbjerg, qui était le 2e joueur le plus utilisé sous Conte. Aujourd'hui, Højbjerg sous Postecoglou, il est genre à peine top 20, je crois, un truc comme ça. Donc, 16e. Donc c'est un milieu central qui, je trouve, a montré à quel point il était Première Ligue compatible. Mais comme il avait déjà un petit peu de temps de jeu avant, même, tu sais, genre, mine de rien, il a 21 sélections avec le Sénégal. Donc avant cette CAN et les matchs préparatifs pour la CAN, avant même le tout début de saison, il devait déjà en avoir au moins une dizaine. Donc ça me semblait être un échantillon un peu trop rempli pour du rookie. Mais 21 ans, c'est vrai que c'est mon joueur le plus jeune de ma liste. MIP. Moi, je l'ai vu plus dans un aspect où je me suis dit que c'est ses débuts en Première Ligue, en fait. Tu vois, parce qu'il il est acheté par Tottenham, il est prêté à Metz pendant une saison. Et je pense qu'il y a son coach à Metz dans le temps qui en parlait en disant que quand il a été acheté par Tottenham et qu'il est prêté à Metz, qu'il disait que c'était pas forcément une belle formule en fait. Parce que quand tu es le joueur, tu es là, mais dans ta tête, tu es déjà à Tottenham en fait. Tu vois, t'as envie de retourner, d'aller en Première Ligue, de jouer tout ça. Surtout quand à Metz, tu dois te battre pour le maintien, c'est difficile la motivation n'est pas la même quoi. Tu vois, à chaque week-end et tout, toi tu es déjà parti dans ta tête, tu sais qu'il te reste quelques mois et tout, tu vas partir. Donc il disait qu'il y avait eu une baisse du niveau de Pape Matar Sarr après cela, effectivement. Arrivé à Tottenham, comme tu l'as dit, ça a été compliqué. Mais moi, je le voyais sous le spectre de rookie en me disant que le boy quand même, 21 ans, arrivé en Première Ligue,
la première année, elle est difficile, mais la deuxième année, automatiquement, tu réussis à t'imposer. Ouais, on peut dire, on peut balancer un tout petit peu entre je suis d'accord, c'est entre les deux. Mais oui, tout ça, sur le point de l'amélioration, il n'y a absolument rien à dire. C'est un joueur qui est juste passé à un autre palier, en fait. Ça, franchement, aujourd'hui au Sénégal, c'est un titulaire indiscutable, mais on discute même plus avec. Il y a des boys, on discute même plus avec eux. Hein. Donc, on est parti à la CAN. On pensait que ça allait être les Cheikhou Kouyaté et les Gana Gueye. On les a pas vus. On les a pas vus. Ça veut dire qu'il y a eu un changement total. Maintenant, c'est l'équipe nationale du Sénégal de Pape Gueye et de Pape Matar Sarr, tu vois. Donc, c'est ces jeunes-là et de Lamine Camara, éventuellement, qui est à Metz et qui va bouger aussi éventuellement. Mais c'est eux. C'est vraiment eux, ces gamins-là. Donc, ouais, PMS, moi, je suis d'accord. Si tu le mets dans le Most Improved Player, je te le laisse là-bas. Je suis d'accord avec toi. C'est juste un joueur de Tottenham, quoi. Donc, j'aime pas trop parler des joueurs de Tottenham. C'est vrai, j'avais oublié. Bah, Tottenham aussi est devenu indiscutable. Hein. En gros, avant, c'était un peu au début de saison, on se disait plus, ça va être peut-être Bissouma qui faisait un début de saison génial. Maintenant, c'est Pape Matar Sarr, le premier nom coché sur la liste. Et à côté, tu mets soit Bissouma, soit Bentancur. Et il a mis les autres sur le banc, comme tu dis, Højbjerg. Moi, je me rappelle de Mourinho qui parlait de Højbjerg en disant que Højbjerg, c'est l'intelligence même, c'est le gars Cette saison-là, il était pas mal. Ouais, il va être le coach après parce que tu sens qu'il a le truc. Hop, les petits l'ont mis sur le banc. Oliver Skip, c'était un de moi, j'étais comme, c'est un boy britannique, un guerrier, machin, tout ça, un boy du pays, il va rester. On l'a mis sur le banc. C'est qu'à un moment donné aussi, le talent ne ment pas. Et pas Matar Sarr du talent, je pense qu'il en a plein. D'ailleurs, pour l'anecdote, il a dit que quand il va finir sa carrière de footballeur, il a dit récemment, il veut pas rester dans le monde du football. Il a dit qu'il va commencer à prendre des cours d'informatique parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est l'informatique. C'est l'ordinateur, c'est ce qu'il y a derrière un ordinateur, c'est toutes ces affaires-là, les processeurs, machin, etc. Okay. Donc voilà. Donc, on a un futur gars de Google et de je ne sais pas où aussi qui est en train de jouer en première ligue. Donc, ça fait plaisir. Franchement, PMS, j'aime bien. Lounine, j'aime bien. Je sais pas. Vas-y, tu veux lancer ton prochain. Moi, j'allais lancer un gars comme ça que pour moi, franchement, il fait partie. Même si j'allais mettre Lounine premier, pour moi, il y en a un qui s'est nettement amélioré cette saison. J'appelle ça un most improved player parce que les attentes étaient là l'année passée. Dès le début de la saison, dès la Community Shield, dès le premier match Liverpool-Manchester City, on s'est dit Darwin Núñez va nous faire une saison de malade. Il a fait une saison de tocard. Ça a été compliqué pour lui. Cette année, il s'est nettement amélioré, franchement. Tu sens que Darwin, maintenant, il mange du fish and chips. Il a évolué. Non, mais tu sens qu'il mange du fish and chips, frérot. Tu sens qu'en fait, lui, il sort à Liverpool, là. Il connaît le quartier, maintenant. Tu sens que, je sais pas si tu l'as remarqué, même dans son football et tout, tu sens qu'il est intégré. Il est intégré, là. C'est fini, le boy qui vient du Portugal, machin, ça. Non. Maintenant, il est intégré. Ses performances sont au top. Moi, je trouve un Darwin qui non seulement claque des beaux buts, des bangers. Donc ça, déjà, c'est le retour du Darwin du Benfica qu'on a connu, qui a même joué face à Liverpool, on s'en rappelle très bien, il y a 2 ans. C'est ce retour de ce Darwin-là qui est décisif quand il le faut, qui est efficace, mais au-delà de cela, qui est collectif. Parce que près de 7 passes décisives ou 8 passes décisives, je pense, en première ligue cette saison, c'est peut-être pas assez salué, mais pour un attaquant, un numéro 9, pour moi, déjà, il a déjà plus de buts que la saison passée. Il reste encore une dizaine de matchs. Je pense qu'il va en claquer quelques-uns, toutes compétitions confondues, encore beaucoup plus. Et Liverpool, ils sont encore dans pas mal de compétitions, même, je pense, toutes les compétitions, il me semble, non? Oui, ils sont encore dans toutes les compétitions, en plus d'avoir gagné la Carabao Cup. Donc, ça donne un Darwin qui peut continuer à espérer jouer jusqu'à fin mai et puis claquer des buts. Mais au-delà de ça, c'est son apport dans le collectif. En pivot, il joue très bien. Il y a eu pas mal de blessés cette saison à Liverpool. On s'est dit offensivement, est-ce que les boys vont tenir? Mohamed Salah, machin, tout ça. Darwin, il a été là. Franchement, il a salué. Bravo à lui. Donc pour moi, Darwin Núñez, il mériterait même peut-être la 2e place derrière Lounine. Ça me va bien parce que déjà, c'était un petit peu un de mes pronos des débuts de saison. Pas tous ont abouti, mais celui-là qu'on verrait un bon Darwin, un très bon Darwin, ça c'était un truc que je sentais. Et effectivement, je pensais le match contre Newcastle, un petit déclic là-dessus, la fin de match à St. James Park, là, quand Liverpool retourne le truc, il en plante 2 et tout. Ça, c'était un gros moment. Et ouais, d'ailleurs, dans la même catégorie, un petit peu, je mettrais Richarlison aussi. 2 gars dont on se moquait un peu la saison passée. C'est vrai, j'avais oublié. Mais c'est que Richarlison, il a encore redisparu, là. Lui, ouais, malheureusement, encore une petite blessure. Mais bon, le gars qui avait jamais marqué en première ligue, après toute une saison complète et tout, il en a déjà 10 cette saison. Et en vrai, il est devenu un joueur super important d'une équipe qui marque à chaque match, qui est vraiment kiffante à voir jouer. Donc ouais, Richarlison aussi, ça a été une renaissance sympa. J'ai pas mis dans mon top 5, mais Darwin, Richarlison, je mettrais un peu dans la même catégorie. Ouais, je suis d'accord. Richarlison, surtout que l'année passée, on se moquait de lui parce qu'il avait mis que 2 buts face à Marseille en Ligue des Champions. C'est les seuls 2 buts qu'il avait mis. C'était comme Richarlison et tout. Et le plus beau but de la Coupe du Monde aussi. Mais oui, miskin, franchement. En fait, lui, sa saison s'est vraiment jouée avant décembre, en fait. Et puis après, il a totalement disparu.
disparu. Mais ok, donc Darwin, je le mettais. Richarlison, je le mettais à l'intérieur. Je trouve que c'est des profils qui sont intéressants. J'avais un autre profil aussi qui est intéressant. Lors de la préparation de la vidéo, tu m'as parlé de Guirassy. Je pense que toi, tu avais des choses à dire peut-être sur Guirassy. Mais moi, intéressant. J'ai un peu changé d'avis dessus, mais vas-y. Ah ouais, moi, juste à côté, moi, je mets par contre, peut-être pas Guirassy, mais moi, je mets Boniface. Je mets Boniface pour l'évolution qu'il y a eu dans sa carrière. Ouais. Voilà, il est sur la meilleure saison de sa vie. Hein. Je pense que je ne me trompe pas statistiquement parlant. Surtout à ce niveau en plus. Voilà, par rapport à ce qu'il a fait avant, arriver en Bundesliga, réussir à s'imposer comme ça directement, c'est pas facile. Il a réussi à le faire. C'est un top attaquant. C'est juste dommage que malheureusement, il y a eu cette blessure-là, si je ne m'abuse, avant la CAN. Félicitations à lui pour sa saison. Je pense qu'il mériterait aussi d'être salué par rapport aux joueurs qui se sont les mieux améliorés cette saison. Il y a pas mal de gars de Leverkusen qu'on pourrait mettre dans la liste. Et j'en ai choisi un que j'ai mis deuxième, du coup. Donc, je reviendrai sur mon troisième ensuite. Médaille d'argent pour moi du top 5. En vrai, c'est Grimaldo parce qu'il a déjà 28 ans. Et personne, je pense, avait vu venir la saison all-time qu'est en train de faire Grimaldo à cet âge-là. On le connaissait déjà à Benfica. Mais sur la fin de Benfica, il y avait eu des moments où la cote, elle avait un petit peu baissé. À un moment, ça l'envoyait ici, à droite, à gauche, à peut-être un des latéraux prometteurs d'Europe, Barça, machin, Real. Et ça s'était un petit peu essoufflé. Donc, il revient à Leverkusen en mode plutôt une bonne prise de Leverkusen, mais bon, on va voir, tu vois, personne disait gratuit, non, je pense. Ouais, c'est ça, genre agent libre, fin de contrat Benfica. Personne se disait forcément ça va être le transfert de l'été, etc. Bah en vrai, Grimaldo, c'est un des joueurs les plus importants de la saison en Europe. Juste le bilan statistique pour un piston gauche, c'est 11 buts et 12 passes D cette saison, mais surtout, moi j'ai vu beaucoup de Leverkusen, la progression. Il est devenu un gars qui était un latéral gauche avec une bonne patte. Il avait déjà à Benfica la qualité tireur de l'extérieur de la surface, des bons centres bien déposés et les coups francs. Et ça a continué d'être le cas. Mais aujourd'hui, la qualité qu'il a dans le dernier geste et dans le dernier rappel, il se projette tellement bien, mais souvent dans le dos de la dernière ligne, dans une position d'avant-centre très très axiale. Il vient de la gauche et il est point de pénalty. Point de pénalty, finir les actions. Sans avoir pourtant une énorme explosivité, énorme vitesse. Sous Xabi Alonso, il a fait partie de ces joueurs qui ont vraiment vraiment passé un cap mentalement, compréhension du jeu. Et aussi, il faut dire qu'il a fait la saison complète sans trop de pépins physiques. Donc ça a permis de voir un Grimaldo, la meilleure version de Grimaldo. Sur les latéraux gauche en Europe, quand je regarde le top 5 de ceux qui sont considérés comme les plus valuables par Transfermarkt, etc., Davies, Nuno Mendes et Baldé, les trois ont déjà eu des gros pépins physiques et reposent énormément sur leur explosivité et accélération. Alors que Grimaldo, comme il repose pas du tout là-dessus, est beaucoup plus sur son sens du positionnement, lecture et la pure qualité de sa patte. Je le vois plus résister au temps. Donc, en vrai, je vois un monde où peut-être que Leverkusen, à la fin de cette saison actuelle, ça s'essouffle un peu. Peut-être que Leverkusen n'arrive pas à reproduire sa saison actuelle la saison prochaine. Peut-être Xabi Alonso part. Voilà, personne se dit, Leverkusen, ils sont partis pour une dynastie de 5 ans. Mais Grimaldo, franchement, il pourrait attirer l'œil d'un top club européen et continuer à faire des bonnes saisons en tant que latéral gauche, voire même un gars un petit peu repositionné à l'intérieur. Franchement, un Grimaldo un peu milieu central ou quoi. Dans certaines configurations, ça pourrait marcher. Et on pourrait le voir encore en Europe, performant dans un très très bon club à 30 ans, 31 ans. Moi, ça me choquerait pas en tout cas. Mais j'ai pas mis d'autres joueurs de Bundesliga dans le top 5 parce que, effectivement, Serhou Guirassy, quand on pense à un gars qu'on n'attendait pas, si on parle d'une surprise, là c'est clair. Je pense personne au début de saison t'aurait dit Serhou Guirassy, là, mi-mars, 19 journées de Bundesliga, 21 buts, Stuttgart 3e et très bien placé pour aller chercher la Champions. Je pense que personne n'aurait dit ça. Et du coup, la raison pour laquelle je le mets pas, c'est personne se dit qu'il va faire la même chose la saison prochaine. À Stuttgart, j'ai l'impression tout le monde marche bien en ce moment. Parfois, je me méfie un peu. C'est aussi pour ça, Leverkusen, j'ai pas inclus trop de monde. Parfois, je me méfie des équipes qui tournent super bien et qui mettent tout le monde en valeur. Et en fait, derrière, si jamais le coach part, ou que ça tourne un peu moins bien collectivement, ou que le joueur va dans un autre club, genre, je sais pas, des joueurs de l'Atalanta, par exemple, sur les dernières années,
ou même un peu de Leipzig il y a quelques saisons. Ajax aussi, avec l'Ajax, je pense qu'il y a certains boys qui ont percé, machin. Mais Atalanta, c'est un très bon exemple, par exemple. Atalanta, ça, j'aime bien Atalanta, c'est un très bon exemple. Tu vois, avec Gasperini, il y a des boys là. Il y avait un temps, avant qu'il tombe en dépression, le pauvre qu'il arrête sa carrière. Ilicic était incroyable. Ilicic, Zapata, bon, sous lui, Duvan Zapata, Papou Gomez, c'est un trio génial. Les Luis Muriel, le super sub extraordinaire. Je sais pas, Gossens qui avait explosé, Freuler. Entre autres, et à un moment tu te dis tous ces gars-là sont top, et puis après, bon, dans un autre contexte, quand l'équipe tourne moins bien, quand elle met moins en lumière les qualités, etc. Et du coup, Stuttgart, bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Stuttgart, je sais même pas si j'en ai vu un cette saison, donc pour moi, dur de dire précisément, mais je vois un gars qui surperforme énormément ses expected goals. Il avait marqué ses 8 premiers buts de la saison sur ses 8 premiers tirs de la saison. Il marquait à chaque fois qu'il tirait, ça rentrait. Avec la Guinée, même s'il est arrivé blessé à la CAN, il a pas non plus été extraordinaire, il a eu quand même il est rentré 2 matchs, je pense. Les 2 derniers matchs, je pense qu'il a joué. Association avec Mohamed Bayo avant, c'était pas mal, mais bon. Je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, ça semble être un peu l'anomalie, quoi. Non, moi j'aime bien ce que tu dis là d'ailleurs. Et la raison pour laquelle même je vais t'appuyer dans ce que tu dis, à un moment donné, on nous a dit que Guirassy avait une clause libératoire à partir de janvier qu'elle allait descendre. C'est vrai, personne n'est allé dessus. Mais voilà. C'est vrai. Je pense que les gens, ils sont fous. Guirassy, c'est un très bon joueur, il n'y a pas de problème. Il est en train de faire la saison de sa vie, franchement. Respect aux frérots, vraiment respect aux frérots. Il a continué à s'enjailler, c'est bien. Il est là, quoi. On parle de la Bundesliga, c'est un de ces grands championnats-là. Maintenant, la question, c'est de savoir comment tu surfes là-dessus. C'est ça, toi, tu l'as dit. C'est ce que tu es capable de me faire ça à chaque saison. Il y en a ici dans la liste, on se dit que normalement, l'année prochaine, Darwin doit faire la même chose. Voire encore mieux, peut-être. Je m'attends à Darwin qui me sorte une saison à 25 buts en première ligue. Il est capable de le faire, en fait. Il a ce potentiel-là. Il doit taper les 20 buts normalement, comme les Aubameyang l'ont fait, comme les Sadio Mané l'ont fait, comme les Harry Kane, les Mohamed Salah et tout, parce qu'il a été acheté pour cela. Franchement, tu l'as dit, il fait la saison de sa vie, il fait la saison de sa carrière. Et MIP, il y a un peu de ça, mais il y a un peu de, tu te dis que ça va être encore meilleur par la suite, ou que c'est le début d'une progression, et genre par exemple Tyrese Maxey qui va être le MIP en NBA cette saison, la saison prochaine on se dit peut-être ça va être aussi fort, encore plus fort. En fait il est devenu genre la 3e voire parfois la 2e star de Philly, et ok, là il y a vraiment un truc, alors que Guirassy, bon, j'ai écouté une interview de lui, il dit lui-même, quand on lui demande mais qu'est-ce qui a changé, comment est-ce que pourquoi est-ce que cette saison est aussi forte, etc. Il dit moi franchement j'ai pas changé grand chose. Pour moi ça dit quelque chose quand même un peu. Il a quand même montré qu'il était un bon attaquant de Bundesliga, mais est-ce qu'il sera même dans les 3 meilleurs buteurs saison prochaine? Moi, si je devais absolument parier, là, je dirais non. Kai Havertz, ouais, j'avais une liste complémentaire un peu. Mais vous voulez oublier l'échantillon est peut-être un peu court, c'est vraiment récemment, mais sinon... ça va. Moi, ça me suffit. Moi, j'avais pas besoin de beaucoup. Mais c'est vrai que les 60 millions sont plus down the drain. Là. Non, les 60 millions sont vraiment... Ils ont été repêchés, là, ressortis. Là, ça va. En plus, là, avec la qualification, on a récupéré 90, voire 100 millions, là. Je pense qu'on va récupérer sur la qualif. Donc, déjà, Declan Chep, on l'a déjà remboursé. Donc, vraiment, là, tout va bien. Là, ça va. Je suis bien. Mais Kai Havertz, grosse évolution parce que Kai Havertz, avant ça, c'était le boy qui a marqué en finale de Ligue des Champions. En fait, c'était ça, Kai Havertz. Faut pas nous fatiguer, en fait. Parce que nous, on l'a connu bien avant. On l'a connu à Leverkusen. On l'a connu super chaud en Europa League et tout. L'année où il claque les 17 buts en Bundesliga, machin, il va en Europa League, il met 7, 6 buts, 8 buts, je m'appelle même plus. Il est trop chaud. On s'en rappelle. Mais le transfert à Chelsea, ce qu'il a réussi à faire, après le dessus, ce but en finesse là, face à Manchester City, en finale, c'était ça. Même la dernière fois, quand il pose le ballon pour frapper le penalty, le commentateur anglophone, il dit the boy who scored, je ne sais pas quoi, etc. En fait, ça a vraiment été ça. C'est pensé à Harry Potter, The Boy Who Lived, mais The Boy Who Scored. Littéralement ça. Quand on a joué le match aller face à Porto, ils sont comme, ouais, il est de retour dans le stade où il a gagné la Ligue des Champions parce que c'était Porto. C'était quoi? En fait, ils nous ont fatigué. Toute l'histoire de Kai Havertz, c'est ce but-là face à Chelsea. En ce moment, il est en train de réécrire une autre histoire avec Arsenal. Pour moi, il s'est nettement amélioré. Je pense que c'était une question de positionnement. On a faux neuf, ça lui va bien. Laissons-le là-bas.
Voilà. Pardon, Arteta, tes affaires de 8, machin, là, tout ça, là, c'était bien essayé, mais c'est plus la peine. Laisse-le là-bas dans cette position de faux neuf. Je trouve qu'il dézone bien, il combine bien. Ça donne un Arsenal qui réussit souvent à créer le surnombre sur les côtés, sur avec Saka, Martinelli, parce qu'il y en a toujours un qui vient se rattacher à eux. Donc, pour moi, ça va bien. Donc, intéressant. Et là, on voit que la vidéo est un peu prématurée parce qu'il reste tant de choses à aller chercher dans cette saison pour Arsenal que ça se trouve, si on refait la vidéo dans 3 mois, Kai Havertz, c'est une évidence que tu le mets numéro 1. Parce que peut-être que Arsenal gagne la Première Ligue et genre va en finale de Champions grâce à des buts importants de Kai, et il fait 3 mois vraiment solides dans la lignée de ce qu'il est en train de faire actuellement. Et là, ça devient l'évidence. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. On verra en fin de saison. C'est ça que j'aime bien avec ce genre de trucs. Ça, je trouve qu'en NBA, ils le font bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu d'attendre le résultat final, c'est-à-dire que oui, tu as un MVP de la finale, tu as quelqu'un qui va gagner la finale, etc. Mais quand tu donnes ton MVP finalement, tu donnes beaucoup plus tôt dans la saison. Parce que, et même, il y a un nombre de matchs qu'il faut jouer. Je pense à 80 matchs ou 70% des matchs. Ou un truc, ouais, 65 pour être MVP. Voilà, il y a 65, c'est ça. Il y a un nombre de pourcents. Donc, ça, moi, je trouve ça bien, en fait. Parce qu'à un moment donné, bon, c'est du sport. Il y aura un gagnant, il y aura un perdant. Mais tu peux évoluer d'une manière très, très bonne en fait et finalement ne pas gagner. Donc moi je trouve ça cool aussi que là maintenant à ce stade-ci on puisse dire à Kai quand même bravo pour l'effort que tu as fait, la pression que tu avais en début de saison et tout. Maintenant il faut aller jusqu'au bout quoi. Effectivement il faut aller jusqu'au bout. En tout cas moi comme j'ai dit non c'est bien, c'est un good shout. J'aime bien Kai. Ouais, premier trophée à Wembley, dernier trophée à Wembley. Bon, allez, on y va, on continue. Donc, en tout cas... je vais te sortir mon troisième. Vas-y. Le troisième, comme ça, il nous restera plus que mon numéro 1. Le troisième, c'est un gars dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, donc ceux qui ont vu ma vidéo, les joueurs à suivre en 2024 connaissent, mais Joshua Zirkzee de Bologne, le néerlandais. Ouais. Je trouve qu'il colle bien à la catégorie parce que 22 ans, ce qui nous laisse présager encore de belles années. Mais c'est un gars qui est dans le circuit depuis un moment. Je crois qu'il a passé... en Angleterre Zirkzee, non, il n'a jamais fait l'Angleterre. Il était au Bayern, donc formé au Bayern. Ça me dit Ensuite, que je me dans un grand club. Il a fait une année à Parme et un peu de Anderlecht. Et maintenant, il est à Bologne. Mais tu vois, genre, c'était voilà, c'était le petit prodige du Bayern qui allait percer. T'écoutais les supporters bavarois, c'est un gars qui va arriver, qui va être très très fort, etc. Ça n'a jamais vraiment trop marché pour Zirkzee au Bayern, et son année à Parme était pas très bonne non plus. Anderlecht, c'était un peu mieux, mais voilà, ça ressemblait plus à ses espoirs déçus, comme, je sais pas, il y a quelques années, peut-être on aurait pu mettre dans les espoirs déçus un gars comme Martin Odegaard, où t'en entends parler depuis super longtemps, et puis finalement ça donne pas grand-chose, ça s'éternise un petit c'est peu, 2014, wesh. Voilà, c'est ça. Genre, si on avait fait cette vidéo, actuelle, genre l'année dernière ou l'année d'avant, on aurait mis Martin Odegaard dedans, parce que lui, sa progression, elle a été spectaculaire, et d'un coup, il a explosé. Peut-être Real Sociedad, on aurait pu le mettre. Peut-être à l'époque de la Real Sociedad. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Et du coup, Zirkzee, je trouve que ce qu'il fait à Bologne cette saison, c'est vraiment, vraiment très sympa. Il y a 11 buts et 6 passes D, toutes compétitions confondues, mais surtout, c'est techniquement, je trouve qu'il a un vrai profil où ça marche à Bologne sous le Bologne de Thiago Motta, mais tu te dis, ça peut marcher dans pas mal de configurations, ça peut marcher dans beaucoup d'équipes, parce qu'un buteur avant-centre d'1m93 qui pourtant a plutôt une bonne accélération sur 5 mètres et surtout qui est très très fin techniquement, qui est vraiment ultra soyeux, et j'invite à voir, bon, vous pouvez aller voir des highlights, mais aussi j'avais fait dans ma vidéo des joueurs à suivre 2024, j'avais mis plein de petites séquences de genre ses contrôles orientés, ses déplacements, sa qualité technique. Comme il est néerlandais, pour moi il y avait un petit peu de Bergkamp dans un attaquant central, grand, mais qui se manipule très très bien l'espace autour de lui, qui est très très élégant, et j'aime beaucoup Zirkzee, et je pense que cette année-là, aussi parce que c'est le Bologne de Motta, etc. Mais ça a vraiment été une année de révélation, et je suis confiant pour la suite. Pour la première fois dans ma vie, entre guillemets, sur Joshua Zirkzee, je suis confiant sur la suite, alors que jusqu'alors, ça avait été plutôt de la déception. Donc ouais, je pense, sur Transfermarkt, par exemple, quand il arrive à Bologne cet été, il est coté à 9 millions, et là, maintenant, il est à 40. Donc il a explosé, et il a même été appelé par Coman dans la liste des présélectionnés pour le prochain rassemblement international. Malheureusement, il s'est blessé contre l'Inter week-end dernier, donc il va pas être dans la liste. Je sais pas s'il va faire l'Euro à la fin, mais c'est ric-rac, il a aucune cape pour l'instant avec les Pays-Bas, mais ça commence, le train commence à se mettre en marche. Il a aussi des origines nigérianes, on verra, mais ouais, j'aime bien Zirkzee. Non, grosse saison de sa part, de ce que je vois là statistiquement et tout ça, là, c'est 1m93, c'est un gros... C'est ça, 1m93 et pourtant très technique, élégant. Franchement, les highlights valent la peine, je te conseille, c'est vraiment kiffant. Toi, ton top 1, c'est pas Thuram?
Non, je l'ai pas mis dans la liste à la fin. Tu vois, moi j'avais donc là moi il me reste que des noms comme ça, que des noms en vrai de mecs qui. Ce qui est un bon nom, hein, franchement. Au tout début, avant de faire la vidéo, j'avais Marcus Thuram dans ma liste. Et après, je me suis dit, franchement, c'est très bien ce qu'il fait à l'Inter. Elle est géniale. C'est la saison du double-double avec 10 buts, 10 passes en Serie A. L'Inter est génial. Mais finalement, à Gladbach, il nous avait déjà quand même montré pas mal de choses. Genre, pour le coup, quand il part agent libre cet été, il y avait pas mal de clubs dessus. Ça sort pas d'absolument nulle part. Et même à la Coupe du Monde, il avait fait des bonnes entrées, notamment sur la finale, il change un peu le cours du match et tout. Donc mine de rien, on a déjà genre pas mal de matériel sur Marcus Thuram. Et c'est top ce qu'il fait à l'Inter, mais il aurait fallu, je pense, la qualif contre l'Atleti, avec genre le but à la Memphis Depay pour lui, genre le raté là qu'il a à la toute fin. Oui, c'est dommage. Oh, ça se joue sur pas grand-chose. Hein, ouais. Aïe. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais j'ai mis à la première place Cole Palmer. Il va avoir 22 ans dans 2 mois. Il avait déjà 40 matchs avec City, mais aucun but en Première Ligue. Donc c'est un gars qu'on connaissait. Franchement, Cole Palmer, tu suis l'APL depuis un moment, tu le vois de temps en temps, les entrées. Tu savais qu'il était là. Voilà, tu sais qu'il est là. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus dur avec Pep. Dans cette équipe-là où il y avait les Mahrez, les Sterling, c'était dur pour lui. Après, en général, je trouve que c'est toujours un peu difficile pour les offensifs axiaux qui sont pas des vrais neufs, qui sont pas des purs 10 non plus. Genre, les joueurs type Cole Palmer, c'est pas toujours facile de leur trouver une place claire dans une équipe, surtout dans une équipe qui marchait aussi bien que City. Mais on le connaissait bien, il avait déjà des saisons en pro dans les pattes. Tout le monde était un petit peu interpellé par le montant de son transfert, et cette saison, il est devenu, alors que pourtant, Dieu sait qu'il y a de la concurrence sur les postes offensifs à Chelsea, il est devenu non seulement le joueur offensif le plus important, mais je vais dire le joueur de Chelsea le plus important, ou au moins dans le top 3. Le potentiel pour être un des visages de la Première Ligue, encore plus en tant qu'anglais. On peut dire numéro 1, il y a peut-être Enzo Fernandez, il y a 2-3 gars, mais ouais, voilà, Palmer peut être le visage de Chelsea, un des visages de l'APL. Il a été appelé par Southgate là, donc il a déjà 2 sélections avec l'Angleterre. Franchement, il va jouer l'Euro, et je sais pas titulaire, mais il va jouer l'Euro, c'est sûr, il va être dans la liste. C'est un gars qui a 14 buts et 11 passes D, toutes compétitions confondues, avec Chelsea cette saison. Une équipe qui joue pas l'Europe en plus, donc il a pas tous ses matchs européens pour gonfler un peu plus les stats. 14 buts, 11 passes pour Cole Palmer, alors que du côté de City, il était un petit espoir, mais franchement, tu sais pas, genre presque, je vais dire, Oscar Bob cette saison à City. Je sais pas s'il a plus de lumière que Cole Palmer, mais c'est un peu cette catégorie-là de joueurs. C'est ça le problème, c'est que j'ai l'impression que Oscar Bob, Rico Lewis, machin, tous ces boys-là, aujourd'hui, il y a plus... En fait, même, ils jouent même plus. Ils jouent même plus, en fait. Ils jouent même plus, en fait. C'est parce qu'il y a un changement à City, il y a un genre de mini-déficit à City offensif, et puis il y a eu des boys qui ont été blessés. T'as perdu De Bruyne, t'as perdu Haaland pendant 2 mois. Tu vois, donc t'as un Grealish qui, clopin, bon, de temps en temps ça va, de temps en temps ça va pas. Là, en ce moment, il est blessé. Donc, il y avait de l'espace. Alors que Cole, j'ai l'impression qu'il est juste arrivé au moment où il y avait du trafic. C'est la même route, hein. C'est juste qu'à 16h, elle est pleine, et à 22h, il y a personne. C'est ça le problème de Cole Palmer. C'est dommage, mais... Et c'est la raison pour laquelle je le mettrai pas, moi je suis pas d'accord avec toi, je le mettrai pas dans cette liste-là, je le mettrai dans les rookies, et je vais m'expliquer tout à l'heure, quoi. Donc ceux qui veulent voir, vous n'avez qu'à venir dans la vidéo Rookie of the Year, sinon vous ne saurez pas, voilà, c'est comme mon argument. C'est bien. Mais il y a un truc, moi, qui fait que Cole, je le mets pas là-bas, tu vois, parce que, je trouve pas qu'il a improve. On savait qu'il était talentueux. Le premier match Community Shield, Arsenal City, il rentre, il nous claque une frappe enroulée, on va en prolongation à cause de lui. Ouais, Super Coupe d'Europe, il a marqué aussi cette saison avec City. En fait, c'est dur. C'est vrai que c'est dur de savoir à quel point il s'est amélioré, parce qu'on avait moins de repères très clairs sur son niveau à City. Peut-être on aurait pu le voir un peu plus, mais là où je me dis, genre, candidat MIP, c'est passer de City à Chelsea. C'est pas comme passer du Bayern à Bologne. Chelsea, c'est moins fort que City, évidemment, mais on est un petit peu dans la même catégorie, au moins de profondeur d'effectif, par exemple. Genre, Chelsea, ils ont tellement d'attaquants, de joueurs offensifs, ils savent plus quoi en faire. Donc, réussir à s'imposer dans cette configuration, avec la lumière des projecteurs aussi, qui est très forte, je sais pas, je trouve que c'est vraiment une des histoires de la saison. Et comme il a beaucoup joué déjà à City... Rookie, mais après j'ai des bons rookies aussi, donc c'est pour ça peut-être que je l'ai pas mis. Rendez-vous sur la chaîne de Stan, parce qu'il va y avoir de bons rookies qui vont sortir.
Non, ce que tu dis s'entend très bien. Et puis même pour le prix aussi, le price tag, 65 millions, je ne me rappelle même plus c'était combien, c'était beaucoup en fin de mercato. Donc pour la pression, le boy, il a vraiment deliver. Non, Cole Palmer, il est à saluer. Moi, c'est un boy que j'apprécie beaucoup. Franchement, c'est un très bon joueur de football. Il est très bon. Hein. Il sait Cole jouer au Palmer, le sang-froid. Palmer, voilà, exactement. J'adore, pur surnom. Et vas-y, balance un peu ta liste complémentaire. Alors, du coup, moi, j'avais donc Kai Havertz, je l'ai déjà dit. Thuram, je l'ai balancé. Alors, il y a le boy là. Baines. Non, on dit c'est Baines, hein. C'est le boy, là, le boy qui fait la célébration Victor Gyökeres du Sporting. Ouais, là, je sais pas comment. Gyökeres. Victor Gyökeres. J'ai dit Victor. Je suis allé voir les vidéos de Gyökeres. On m'a dit Gyökeres, c'est le futur. C'est plus fort qu'Haaland. C'est plus fort que tous les grands joueurs qu'on a jamais vus dans l'histoire du football. Ce que les Portugais nous ont dit. Le gars, il a une célébration à la Baines. Ouais, j'adore. T'as l'impression qu'il est sorti, lui, de Batman. Il est fâché. Et Gyökeres, c'est pas mal. Bon, pour un boy qui a fait une évolution de la 2e division anglaise au top flight, à la 1re division, le Sporting, et qui fait cette saison-là dès qu'il arrive, on va dire que pour moi, il y a quand même, je sais pas s'il y a un improvement, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en 2e division, il avait énormément planté à Coventry, c'est peut-être ça. C'est ça que j'allais dire en fait, parce que je l'ai vu, parce que je pense que tu as fait un commentaire là, où, un tweet où il y a des gars qui ont commenté, puis j'ai vu le profil du boy, et j'ai dit, bon, marquer 20 buts en 2e division anglaise, c'est top, c'est dur, hein, la D2 anglaise, c'est dur, les gars souffrent. Ouais, même plus, genre une trentaine, un truc comme ça, il a des stats, il avait des... Après, il y a beaucoup de matchs en Championship. Genre bah oui, 40, il y a genre 45 matchs, je sais même pas combien, ils ont genre 25 équipes, je sais même plus combien. C'est dur de monter en 1re division. C'est pas pour rien que les gars sont super heureux quand ils montent en 1re division. Là, c'est tellement dur. Donc, bref, je l'avais mis dans la liste comme ça parce qu'il fait quand même une belle saison avec le Sporting. Je l'avais mis dans ma liste des joueurs à suivre en 2024. Quand j'avais fait en janvier la vidéo, j'avais mis Gyökeres qui était déjà en train de performer pas mal au Sporting. Donc, ça confirme. Après, comme tu dis, c'est vrai que le peut-être différentiel entre Championship, qui est très très compétitif, à Coventry en plus, qui est pas une énorme équipe de Championship, versus Sporting, où tu es déjà dans de bonnes configurations, dans de bonnes dispositions, tu joues l'Europe. C'est intéressant, dur de définir exactement, mais comme il plantait déjà pas mal, je l'ai pas mis à la fin, mais ouais, ça s'entend. Du côté de Chelsea aussi, Conor Gallagher, et un peu comeback aussi, entre comeback et improved, pas trop mal cette saison. Sinon, j'ai en Ligue 1, on m'a beaucoup parlé de Balerdi, côté marseillais, qui fait une très très bonne saison, alors qu'à un moment, c'était un peu, ça pouvait être un peu cata. Melvin Barr, le latéral niçois, latéral gauche. Pierre Lesmelou, le Brestois, la très très bonne saison de Brest, il l'incarne bien. Aussi un autre Français, Yacine Adli, à Milan, qui montre des choses intéressantes dans un rôle de numéro 6, discrètement, petit Yacine Adli intéressant. J'avais mis Jude Bellingham, parce que le truc, c'est que sa progression, en vrai, elle est incroyable. En fait, la progression, elle est totalement dingue. J'ai oublié que c'est lui qui devait gagner ce tocard-là. Lui, il est passé. Après, le truc, c'est que lui, tu le fais gagner le MVP. Tu fais pas gagner le MIP, tu vois. Genre, un Shea, qui est Shea Gilgeous-Alexander, qui a énormément progressé cette saison. Ouais, mais il a tellement progressé qu'il est dans la catégorie MVP. Et bon, bah, c'est pareil pour Bellingham, qui est peut-être le favori pour le Ballon d'Or à l'heure actuelle. Ça va se jouer avec l'Euro, bien sûr, et la Champions. Mais c'était mon prono de pré-saison, Bellingham Ballon d'Or. Et effectivement, c'est plus MVP que MIP, mais son step-up est monstrueux. Même personne n'aurait imaginé une saison à peut-être il va finir à 30 buts pour un milieu relayeur à la base, au milieu avancé. Totalement dingue. Donc ouais, lui, j'avais Endo de Liverpool, 31 ans, donc il y a un peu moins de progression peut-être derrière, mais cette saison, il a montré des choses vraiment vraiment pas mal. Foden, parce que c'est peut-être l'année où il s'est le plus imposé comme étant un joueur clé de City, avec la blessure de Kevin De Bruyne, il a bien pris les relais offensivement. Maintenant, Foden, on le connaît depuis tellement longtemps que j'avais un peu du mal à le mettre dans la catégorie vraiment, vraiment MIP, ou alors il faut attendre la fin de saison et voir si il contribue significativement avec un but en finale. Je suis d'accord avec toi, en fait. Il s'est émancipé, quoi. Tu sens vraiment qu'il a pris... Maintenant, il fait partie de ces boss-là dans le vestiaire. Il y en a beaucoup qui sont partis. Maintenant, il fait partie des patrons, donc ouais, Foden, très bon joueur. J'avais aussi Anthony Gordon par rapport à la saison dernière. Newcastle. Il y avait un gros transfert à prouver et c'est le 3e joueur le plus utilisé par Eddie Howe cette saison, même devant un Trippier. Moi, je t'avoue, l'enveloppe, elle me semblait tellement énorme pour son transfert. J'étais pas trop de ceux qui y croyaient. Et progressivement, mon avis change. Donc, Anthony Gordon, vraiment, vraiment pas mal. Et ouais, Curtis Jones de Liverpool. Frimpong, je peux pas vraiment le mettre parce que c'est assez linéaire, quoi. Il s'était déjà bien révélé la saison avant ça. On le connaît, c'est voilà, ces petits cracks qui
progresse de saison en saison. Cette saison est spéciale, forcément, pour Leverkusen. T'as pas un boom, en fait. T'as pas un gars, il est passé de 0 à 100, en fait, du jour au lendemain. Ça, je suis d'accord avec toi. On sait qu'il était fort. Bon, il continue à être bon. Donc, on attend qu'il soit transféré éventuellement dans un peut-être grand club. Voilà, on va dire entre guillemets, hein, un club qui joue le dernier carré Ligue des Champions, mais oui. Ou bien se montrer avec les Pays-Bas, l'Euro, faire un truc, encore une dimension supplémentaire. Ou peut-être même jouer la Ligue des Champions avec Leverkusen et y être très très bon. Il y a encore des paliers à aller chercher. Mais ouais, voilà. Quelqu'un m'a mis dans les commentaires et j'ai trouvé ça très pertinent. Si on prenait en compte la saison dernière aussi, bah franchement, Granit Xhaka, parce que la dernière année à Arsenal, plus celle-ci à Leverkusen, pas mal par rapport à... Pour moi, Granit, en préparant la vidéo, j'étais comme l'année passée, c'est qui? J'ai dit c'est Granit Xhaka. L'année passée, c'était Granit Xhaka. J'ai même pas de doute, c'était Granit. Et... Ouais, même là, avec Leverkusen, il est au top. Au top du top. Super important. Vraiment, 6 ans chez nous à rien foutre pour que la 7e année, il fasse une grosse saison et la 8e année, il a enchaîné là-bas. Garnacho, un peu Garnacho, oui, je suis d'accord. C'est juste, tout à fait d'accord avec toi. Hein. Pour moi, Garnacho fait partie de ces boys-là qui ont vraiment beaucoup évolué cette saison. Malheureusement, ça va à l'image de l'équipe. En fait, même à United, il y a des boys qui ont évolué, mais c'est l'équipe. C'est l'équipe qui galère, c'est l'équipe qui a l'air de stagner. C'est un peu difficile, j'ai l'impression, de sortir un peu de... C'est un paradoxe parce qu'à Chelsea, ils sont moins bien classés, mais j'ai l'impression qu'il y a des boys à Chelsea qui, individuellement, réussissent à plus sortir la tête de l'eau pour améliorer. Donc, bravo à lui. Encore très très jeune, donc oui, il a la suite peut être intéressante. Ouais, c'est vrai que t'as raison, dans un United qui marcherait mieux cette saison, il aurait peut-être été top 5 parce que ça nous aurait semblé beaucoup plus évident. Les performances collectives sont importantes. Hein. On le voit d'ailleurs avec les joueurs qu'on a plébiscités, à part Cole Palmer, c'est vrai qu'il sort vraiment la tête de l'eau. Mais sinon, la plupart, c'est des équipes qui marchent bien, qui tournent bien. Écoute, c'est tout ce que j'avais à dire. Je sais pas si tu en avais un dernier. Non, vite fait, tu sais, quand on parlait de trucs, tu peux mettre parmi ces joueurs-là, Malo Gusto, tu vois, des gars qui, bon, ça va, c'est ton boy, hein, Malo, ça va. Il avait déjà montré pas mal de choses à Lyon, mais c'est vrai, je suis d'accord. C'est bien imposé à Chelsea. Avec Reece James, qui est blessé, il s'impose petit à petit, donc il y a des boys comme ça. Sinon, je vais finir avec le tonton. Pour moi, c'est le joueur qui s'améliore d'année en année. Tout à l'heure, tu as parlé de Gordon en disant que 60 ou 70 millions, je sais même plus, c'était énorme pour le transfert. Il y en a un qui a renouvelé son contrat aujourd'hui. Pour moi, c'est un joueur qui s'améliore d'année en année. C'est Ben Blanc, quoi. 50 millions, quand on l'a acheté à Brighton, tout le monde a dit, on est fou, c'est qui Benjamin White? Who is this guy? 50 millions, ils sont malades et tout. Il vient de renouveler son contrat. La première partie des 50 millions a été très bien amortie. Maintenant, on repart sur un nouveau contrat. Franchement, voilà. Pour moi, c'est un boy qui s'améliore. Avec Ben White, année après année, il devient de plus en plus fort. Il est tellement fort qu'il a dit qu'il veut plus jouer en équipe nationale d'Angleterre sous Southgate. C'est un bandit, c'est mon bandit. On voit pas trop Ben Blanc étant si conflictuel. Tu sais, quand t'as vu le documentaire All or Nothing avec Arteta et tout, ça a l'air d'être un gars cool. Mais ouais, calme, tranquille, tu vois, genre. Ça a dû casser. Il y a quelque chose qui s'est passé avec Southgate, donc malheureusement les deux, ça marche plus. Donc bref, il sera pas en équipe nationale d'Angleterre, il sera pas à l'Euro tant que Southgate est là. Mais oui, il fait partie de ces boys-là, coup de cœur, quoi. Franchement, Ben Blanc. Donc bref. J'ai adoré. C'était top. Félicitations à vous tous les gars. On attend l'année prochaine des top saisons. Donc gérez-vous. Parce que l'année prochaine, c'est soit vous êtes MIP+, soit vous êtes vous retour dans le tocarisme. Donc on vous attend au tournant. Il y a deux chemins. Il faut prendre le bon. Les amis, on espère que ça vous a plu. Rendez-vous maintenant sur la chaîne de Stan pour le Rookie of the Year, le très très jeune joueur de la saison, celui qui a percé en gros. Prenez soin de vous les potes. On se dit à très vite. Bisous.